terre ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir. Voici les titres. Chaos à Mogadiscio en Somalie. Les islamistes Chebab ont perpétré une série d'attentats dans la capitale somalienne. Le bilan provisoire fait état de 19 morts. En République centrafricaine, 20 jours après la chute de François Bozizé, les nouveaux maîtres du pays ont du mal à assurer la sécurité. À Bangui, on a assisté ce dimanche à des scènes de pillage. Et enfin, jour d'élection au Venezuela, Nicolas Maduro, le dauphin d'Hugo Chavez, est assuré de l'emporter, mais le futur président aura d'importants défis à relever. Voilà pour le sommaire. Les islamistes Chebab sèment le chaos à Mogadiscio en Somalie. Le bilan provisoire fait état de 19 morts dans une série d'attentats et de fusillades ce dimanche. Les insurgés ont notamment visé le palais de justice et un convoi de l'Union africaine et du Croissant Rouge turc. Les Chebab tentent de reprendre Mogadiscio d'où ils étaient chassés en mai 2011. En Syrie également, les combats se poursuivent. L'armée affirme avoir détruit ce dimanche 2 camps rebelles dans le nord du pays. Cependant, dans la ville de Dera, régime et rebelles s'accusent mutuellement de la destruction d'une des plus vieilles mosquées du pays. L'armée syrienne semble bien décidée à reprendre le nord du pays. Ce dimanche, la province d'Idlib a été pilonnée toute la journée. Ces bombardements sont censés viser les rebelles, mais ici à Sakareb, ce sont bien les civils qui sont touchés. Les insurgés, eux, ont en partie pris le maquis. Cette ville se trouve sur l'une des principales routes de Syrie, celle qui relie à Alep à Damas, en passant par Idlib et Homs, un secteur sous contrôle des rebelles depuis plus de 6 mois et que le régime souhaite reprendre. Ces soldats auraient déjà reconquis 2 bases militaires stratégiques dans la région. Toute la journée, les avions et les hélicoptères de l'armée ont également bombardé d'autres fiefs de l'insurrection comme Homs, Alep ou encore les banlieues sud de Damas. À Dera, en revanche, c'est le retour au calme après plusieurs jours d'intenses violences. Ici se trouvait l'une des plus vieilles mosquées du pays, la mosquée Omari. Il n'en reste plus grand-chose. Une explosion a détruit son minaret en début de semaine. L'édifice construit au 7e siècle s'est effondré comme un château de cartes. Régime et rebelles s'accusent mutuellement d'avoir détruit ce joyau du patrimoine syrien, un symbole aussi. C'est ici qu'a débuté l'insurrection syrienne. Les premières manifestations s'étaient tenues sous ce minaret à la sortie de la prière du vendredi après la torture d'enfants par le régime. C'était en mars 2011, il y a déjà plus de 2 ans. Autre titre de l'actualité de ce dimanche en République centrafricaine, depuis la chute du régime de François Bozizé le 24 mars dernier, la situation sécuritaire à Bangui, la capitale, reste fragile. On a assisté encore ce dimanche à des scènes de pillage. Aminata Mariko. C'est une opération destinée officiellement à récupérer des armes qui a dégénéré ce dimanche dans le quartier de Boyrab à Bangui, théâtre d'échanges de tirs entre des membres de la Séléka et des populations. Hier déjà, des heurts auraient fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Tout serait parti du décès d'une femme atteinte d'une balle perdue tirée par une patrouille de la Séléka. La population s'est vite mise en colère et la Séléka a réagi par des tirs. Depuis le renversement de François Bozizé le 24 mars, la Croix-Rouge a récupéré plus de 100 cadavres dans les rues de la capitale et plus de 300 blessés. Un challenge de taille attend désormais Michel Djoutoudia, élu président ce samedi, lors de la première session du CNT qui regroupe toutes les composantes politiques du pays. Le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Fin des travaux de la deuxième réunion des ministres de la Santé de la zone CEMAC à Libreville au Gabon. À l'issue de la rencontre, ces derniers se sont engagés à mettre en œuvre une politique pharmaceutique commune. Voyons tout cela avec nos confrères de la télévision gabonaise. La problématique de l'accès aux médicaments est une question que les ministres de la sous-région veulent résoudre en mutualisant leurs efforts et leurs compétences. Ce qui les a conduits à approuver le document qui leur a été soumis pour validation, comme nous le précise le professeur Léon Zouba, ministre de la Santé du Gabon. Messieurs les ministres, de par ces signatures, nous voyons bien l'engagement des chefs d'État à la zone CEMAC. Leurs instructions, nous avons essayé de les appliquer.
nous sommes attelés avec les experts pour voir dans quelle mesure le compte rendu fidèle leur sera fait pour des décisions spécifiques, car le médicament, la pharmacie constituent des enjeux majeurs pour les soins des populations de la zone CEMAC. Mes collègues et moi, nous voulons féliciter les experts. Voilà depuis 48 heures, et même avant, combien vous êtes sacrifiés, combien avec dévouement et avec abnégation, vous êtes mis à l'œuvre pour nous produire des documents spécifiques, des éléments précis, afin d'enrichir la politique d'harmonisation de la pharmacie et de médicaments dans notre sous-région. L'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales est la condition sine qua non pour garantir un accès des populations des pays de la zone CEMAC à des médicaments de bonne qualité. Nous parlerons également dans ce journal de la présidentielle au Venezuela et de la visite du chef de la diplomatie américaine John Kerry au Japon. Mais avant, voici ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images dans cette compilation signée Aminata Mariko. Cameroun, pour les toutes premières élections sénatoriales de son histoire, le Cameroun voit ce dimanche 4 formations politiques s'affronter. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC du président Paul Biya, le Social-démocratique Front SDF de Nijon Frundi, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès INDP de Bello Bouba Magari et enfin l'Union démocratique du Cameroun IDC d'Adamo Ndam Joa. 7 sénateurs issus de ces partis seront élus dans chacune des 10 régions du pays, soit un total de 70 sénateurs sur 100. Les 30 autres seront, eux, nommés par décret présidentiel. Guinée-Conakry, le capitaine Moussa Dadis Camara est rentré ce samedi 13 avril dans sa ville natale de Zérékoré à l'extrême sud-est du pays. L'ancien chef de la junte assiste aux obsèques de sa mère décédée début avril. Dadis Camara est exilé au Burkina Faso depuis 3 ans. Tout le long des 17 km qui séparent l'aéroport du centre-ville, la population s'est mobilisée pour partager non seulement la souffrance de la famille Camara, mais aussi pour revoir la silhouette du capitaine qui a dirigé la Guinée du 23 décembre 2008 au 3 décembre 2009. Alors que la Corée du Nord célèbre ce lundi 15 avril l'anniversaire de son fondateur Kim Il-sung, le grand-père de l'actuel leader Kim Jong-un, tous les yeux sont rivés sur la Corée du Nord qui risque d'effectuer un tir de missile. Le régime nord-coréen n'a cessé ces dernières semaines de menacer les États-Unis et ses alliés, la Corée du Sud et le Japon, agitant même le spectre d'une guerre nucléaire. Pyongyang a récemment déployé sur sa côte orientale 2 missiles Musudan d'une portée théorique de 4000 km. Les gardes de Guantanamo ont dû intervenir manu militari samedi pour mettre fin à une révolte des détenus. Parmi les détenus, beaucoup font la grève de la faim pour protester contre l'examen de leur Coran par les autorités. Les gardiens ont utilisé des balles moins que létales selon le Pentagone qui ne précise pas le type de balles utilisées. On en vient maintenant à ce jour d'élection présidentielle au Venezuela. Les bureaux de vote ont donc ouvert ce dimanche à 10h30 temps universel. Nicolas Maduro, le dauphin d'Hugo Chavez par grand favori, face devant le candidat d'opposition Enrique Capriles. Mais le nouveau président du Venezuela aura à relever d'importants défis. Au Venezuela, la journée de vote est longue. Le jour n'est pas encore levé que les électeurs commencent à faire la queue en attendant l'ouverture officielle du scrutin à 6h du matin. En plein quartier chaviste de Caracas, dès les bureaux ouverts, la télévision gouvernementale mobilise les électeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes pour qu'ils viennent voter, demande la reporter. Il faut venir voter tôt, c'est très rapide et les bureaux sont déjà ouverts. 19 millions de personnes sont appelées aux urnes ce dimanche. La participation, c'est le seul danger pour Nicolas Maduro, successeur désigné par Hugo Chavez lui-même et crédité d'une avance de 10 à 20 points selon les sondages. Trop sur deux les chavistes, c'est en tout cas ce que souhaite Enrique Capriles, le candidat de l'opposition. À 40 ans, ce jeune avocat avait affronté Hugo Chavez en octobre dernier, ne perdant que de 11 points, le meilleur score pour l'opposition face à l'ancien président mort le 5 mars dernier.
Dépasser ces 11 points, c'est la volonté de Nicolás Maduro pour asseoir sa légitimité. Les électeurs ont jusqu'à 9h ce soir pour se prononcer. Après Pékin, John Kerry était à Tokyo, au Japon, dernière étape de la tournée en Asie du chef de la diplomatie américaine. Le Japon, vous le savez, menacé du feu nucléaire par la Corée du Nord, a reçu donc le soutien des États-Unis, décidés totalement à défendre l'archipel face à l'agression nord-coréenne. Le Japon, dernière étape d'une tournée asiatique sous tension pour John Kerry. Après Séoul et Pékin, le secrétaire d'État américain s'est rendu à Tokyo pour rassurer son allié japonais, menacé du feu nucléaire de Pyongyang. L'occasion également de réaffirmer son engagement pour une issue diplomatique commune avec la Chine et la Corée du Sud. Nous nous sommes engagés à agir ensemble, les États-Unis, le Japon et les deux pays que j'ai rencontrés ces derniers jours. Nous nous sommes engagés à faire de cet objectif de dénucléarisation une réalité. La veille, John Kerry était à Pékin et les deux pays évoquaient également ce plan de dénucléarisation. Aucun détail n'a été diffusé, mais selon certaines sources, la Chine souhaiterait mettre en place des négociations directes entre les parties. Des discussions qualifiées de constructives et positives. Ce week-end, à la télévision nord-coréenne, Pyongyang traitait les propositions de négociation de ruse et continuait ses provocations. Nous avons un plan de frappe qui a finalement été examiné et ratifié par notre très respecté Kim Jong-un et nous punirons sans pitié les impérialistes américains et leurs alliés. Ces derniers jours, plusieurs services de renseignement avaient détecté un exercice de tir en préparation côté nord-coréen. Certains observateurs redoutent que l'exercice intervienne lundi, jour férié le plus important en Corée du Nord. Il célèbre la date anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, fondateur de l'État communiste et grand-père de Kim Jong-un. Célébration ce 14 avril de la journée internationale des secrétaires, une occasion pour nous d'aller en Côte d'Ivoire. Et vous allez le voir là-bas, la Ligue ivoirienne des secrétaires demande qu'un hommage leur soit rendu par leur patron à travers des petits gestes. En clair, il s'agit par exemple d'un mot gentil ou encore d'offrir un bouquet de fleurs, ce qui n'est pas sans doute de nature à rassurer les épouses des patrons. C'est selon bien sûr regarder. En Côte d'Ivoire, la journée internationale des secrétaires a été célébrée pour la première fois le 14 avril 1994, faisant ainsi du pays le premier sur le continent africain à célébrer cette journée. Pour la présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires, hommage doit être rendu aux secrétaires pour le travail qu'elles abattent. Il est demandé aux patrons ce jour-là de rendre le témoignage du don de soi, de la conscience professionnelle et du dévouement de leurs secrétaires pour un hommage qui peut s'exprimer par un mot gentil, un bouquet de fleurs, une plante décorative ou tout autre présent. Il en va de soi pour celles qui sont considérées comme le bras droit des chefs d'entreprise. La secrétaire n'est plus celle qu'on connaît, qui est là pour répondre au téléphone, faire des saisies. Vous avez aujourd'hui des secrétaires cadres dans les structures. Donc nous sommes fiers d'assumer ce métier. Sans la secrétaire, le patron est perdu dans son travail. Quand il arrive le matin, c'est avec la secrétaire, il échange d'abord avant de voir tous ses autres collaborateurs. Cette année, la formation est de mise. La Ligue ivoirienne des secrétaires marque sa journée par un séminaire autour du thème « Progresser à pas de géant, réveiller le millionnaire en vous ». Alors, bonne fête à toutes les secrétaires. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le programme de la soirée. 21h30 Afrique Info première partie, 22h15 votre long métrage Une humaine en détresse à suivre absolument sur Africable Télévision et à 22h 23h30 Afrique Info deuxième partie. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.